Bonjour à tous, je m'appelle Danuta. Je viens vers vous pour vous parler de l'inceste que j'ai vécu de la part de mon père quand j'avais 8-9 ans. Et, et donc à l'époque, mon père me donnait des cours pendant les grandes vacances. Et pour me corriger, donc mes exercices de calcul, j'allais en quatrième primaire, je crois. Il m'appelait dans sa chambre. Il m'emmenait dans sa chambre pour me corriger, soi-disant. Mes cours donc mes exercices de mathématiques, de français. À ce moment-là, il en profitait pour me violer. Et donc, à un certain moment, ma maman, elle m'a demandé si elle a trouvé sur un de mes sous-vêtements du sperme. Et elle m'a demandé ce qui s'était passé. Bien évidemment, moi j'ai renié parce que c'était hors de question qu'elle le sache parce que ça risquait de s'ébruiter et ça allait se retourner contre moi. On allait me poser des questions que je ne voulais pas répondre ou que je ne savais pas répondre. Et j'ai dit que je ne savais pas ce qui s'était passé. Et là, on a demandé à mon père ce qui s'est passé. Et mon père, il a dit que c'était probablement mon oncle. Bref, il a renié le sujet en fait. Et donc, ma mère, elle est partie donc quand j'avais quelques mois plus tard. Elle est venue vivre en Europe. Et on est resté vivre là-bas avec mon père. Et moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un switch dans mon cerveau qui a fait que, vu qu'aucun adulte ne va me défendre dorénavant, je vais devoir me défendre toute seule. Et j'ai décidé de me défendre face à mon père. À ce moment-là, je suis devenue une rebelle. J'ai décidé de répondre à mon père quand il me parlait. J'ai décidé de ne plus me laisser faire parce que j'avais plus d'adultes qui allaient potentiellement me défendre. Donc, quand il parlait, quand il me disait par exemple, tu dois apprendre à cuisiner parce que tu es une fille, je disais non. Je commençais à sortir des arguments féministes. J'étais déjà féministe bien avant l'heure. Et voilà, au fur et à mesure, il a arrêté tout simplement. Et je pense d'ailleurs qu'il a arrêté à ce moment-là. Tout simplement parce que je me défendais, je ne me laissais plus faire. Et donc on a vécu comme ça pendant des années. J'étais pas bien, j'étais pas heureuse dans ma famille. J'étais pas... On n'avait pas le droit de sortir, j'avais pas le droit d'aller voir mes copines. Mes mouvements étaient surveillés. J'étais vraiment dans une sorte de cachot, de prison où j'avais tout simplement pas le droit d'être moi-même. Et au fur et à mesure que les années passaient, j'allais à l'école, ça se passait bien, j'avais de super bons points à l'école. À l'école, tout se passait bien. J'avais une amie, même s'il y avait un mec qui me harcelait. Mais le mec qui harcèle, ça c'est. Bref. Je reviendrai sur cette histoire un autre jour. Et donc j'avais une amie à l'école. Il y avait ce garçon qui soi-disant était amoureux de moi, qui était tout le temps en ma présence. Et je ne voulais pas. En fait, je vais en parler maintenant. Donc, il y avait un garçon à l'école qui me harcelait parce que il était soi-disant amoureux de moi. Donc, il était tout le temps assis près de moi. Il voulait tout le temps m'adresser la parole. Mais moi, je savais pas comment le remettre à sa place. Parce que j'estimais que j'avais vécu pire que ça. Et donc, de ma première, deuxième, troisième, secondaire, il y avait ce garçon qui était tout le temps là, à me harceler, à vouloir s'asseoir près de moi, à vouloir être mon ami, alors que je ne voulais pas. Et ce n'est que des années plus tard que j'ai compris en fait ce que je vivais à ce moment-là, c'était du harcèlement, que ça m'a vraiment dégoûté, ça m'avait sali mon âme. Je ne savais pas comment me défendre, encore une fois, parce que j'avais vécu pire que ça. Et puis c'était subtil, enfin,
le harcèlement, c'était pas. En tout cas, là d'où je venais, dans ce pays-là, c'était pas considéré comme quelque chose de trop grave. Et du coup, moi, je le prenais pas trop. C'était pas si grave que ça. Mais ça m'a vraiment dégoûté, ça m'a mis un coup au moral. J'avais. Sans rajouter déjà comment dire. Au, au, au vibes, je sais pas comment le dire en français, à l'atmosphère de danger que je ressentais constamment, à l'atmosphère d'être épiée constamment. Enfin, je me sentais pas du tout à l'aise. Et bien évidemment, ça s'accumulait à mes traumatismes du fait que j'avais vécu l'inceste de la part de mon père. Et à un certain moment, on a changé de vie, j'ai changé d'école. J'ai pu être loin de ce garçon. Et arriver dans une autre atmosphère avec d'autres personnes qui étaient pour la plupart assez bienveillantes. Même s'il y avait eu des couacs là aussi. Et donc, j'étais en quatrième secondaire. À ce moment-là, il y a eu. Donc, j'ai ma mère qui est revenue pour nous voir pendant les vacances. C'était la première fois depuis que j'avais 9 ans. Donc, elle était partie quand j'avais 9 ans. Donc, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans. À 14 ans, donc, elle est venue nous voir 5 ans plus tard. Elle est venue nous voir en vacances parce que c'était à ce moment-là qu'elle a pu venir. Et donc, elle est restée un mois et demi. Et après, elle est repartie. Et c'est à ce moment-là que j'ai pété un câble, que tout s'est écroulé, que tout le poids que j'avais porté pendant des années euh, s'est écroulé. Je me suis sentie assez vulnérable, assez facilement atteignable. Franchement, c'était insupportable. En plus, elle est partie sans nous. Je savais que c'est comme ça que ça allait se passer, mais moi personnellement, j'ai pas pu en fait, parce que c'était ma mère, c'était ma porte de sortie à ce moment-là. C'était mon plan de sortie, franchement, je me disais, j'attends juste que ma mère revienne et vienne nous emmener avec elle vivre en Europe, parce que j'ai vécu en Afrique, donc je suis née, j'ai grandi en Afrique. Et elle est repartie sans nous. Et là, j'ai pas pu supporter. J'ai pété un câble. Euh, je commençais vraiment à sentir genre, à être en dépression, à sentir la dépression, mais vraiment venir dans ma vie. Euh, Pendant toute l'année qui a suivi, je faisais semblant à l'école. Je faisais semblant que j'aimais les gens que je les détestais. J'aimais personne. J'essayais de faire semblant. Apparemment, je vais y arriver. Mais tant mieux parce que les gens avec qui j'étais, c'était mes copains de classe, ils étaient assez cool. Je tapais la cause avec eux. Même si, bref, je commençais vraiment à ressentir les effets de ce que je venais de vivre pendant ces dernières années. À n'en parler à personne. Les gens, ils me voyaient, mais personne ne venait m'adresser la parole. Personne ne venait me demander comment je me sentais, comment je vivais l'absence de ma mère. Ils avaient un peu, enfin les voisins, pardon, ils avaient un peu pitié de moi parce que ma mère n'était pas là. Mais moi, ce n'était même pas ce qui me faisait le plus souffrir. Ce qui me faisait vraiment souffrir, c'est que j'étais obligée de côtoyer mon violeur chaque jour. Et qu'en plus, il m'a cassé la tête. Il ne voulait pas que je sorte, il ne voulait pas que j'ai des amis. Lui-même ne sortait pas, donc on ne sortait tout simplement pas. On restait là, confinés, entre guillemets confinés. J'avais juste le droit d'aller à l'école. Heureusement d'ailleurs que l'école était là parce que j'aimais bien l'école. J'avais une amie, tout se passait bien. Mais voir à l'extérieur, on n'avait absolument pas le droit. Surtout moi. Et je pense qu'il essaie de me punir parce que, en fait, pour lui, ce qu'il avait fait, c'était pas si grave que ça. Et donc, je crois qu'il partait du principe que j'étais rebelle juste parce que. Il n'a jamais. Je pense qu'il ne faisait pas le lien avec le fait qu'il m'ait fait subir l'inceste et que c'était à cause de ça que je réagissais en fait.
parce que j'étais jamais d'accord avec ce qu'il disait. En plus, c'était tout le temps sexiste. Il me renvoyait tout le temps à ma place de femme. Et moi, c'était hors de question que j'accepte. Et pour me punir, je pense qu'il ne voulait pas que je sorte, que j'aille voir les gens. Et je pense aussi qu'il avait un peu peur que j'aille demander de l'aide. Ce que j'aurais fait. Franchement, j'étais prête à parler, à le dénoncer. Mais voilà. Avec le recul, je ne sais même pas si ça aurait été la meilleure chose à faire. Parce que quand tu parles de ce genre de choses, la justice peut ne pas t'écouter, la justice peut ne pas être de ton côté, la justice peut décider que c'est ton père, donc tu dois te soumettre. Et puis sa parole, en fait, sa parole, c'est ta parole contre la sienne. Si jamais on m'avait cru, déjà pour peu qu'on on va dire que on aurait pu ne pas me croire. À ce moment-là, il aurait pu dire, ah ben comme personne ne te croit, maintenant je peux te violer comme je veux. Et plus personne ne dira rien. Euh, et si on m'avait cru, bah, il aurait pu se retrouver en prison, mais c'était un sujet tellement tabou dans ce pays que les gens ils ne m'auraient pas forcément aidé, ils n'auraient pas trouvé les bons mots pour m'aider. Il y aurait peut-être eu des gens sympas, mais il y aurait eu peut-être des personnes perverses qui me disent, ah ben comme ton père n'est plus là pour te défendre, moi aussi j'ai pu te violer parce que pendant tout ce temps déjà, en fait c'était un personnage assez contradictoire. C'est-à-dire qu'il m'avait violée quand j'avais 9 ans, 8 ans, mais en même temps il m'a toujours défendu par rapport à l'extérieur, par rapport aux hommes qui auraient pu venir m'agresser. Et donc, je me disais, mais s'il avait porté. Maintenant, je me dis avec le recul, mais s'il avait porté plainte contre lui, n'importe qui, et qu'il avait été en prison, on imagine, en fait, n'importe qui aurait pu venir m'agresser, personne n'aurait rien dit, puisqu'il n'aurait pas été là pour me défendre. Il aurait à chaque fois dire, ah, cet homme-là, il a essayé de me violer. J'aurais été obligée de rester dans ce cercle vicieux où tu subis encore des violences, surtout que c'est assez courant chez les victimes de viol et d'inceste. On subit rarement le viol une seule fois. Malheureusement, il y a une répétition qui se fait. L'histoire recommence éternellement. Et d'autre part, je ne sais pas si j'ai bien fait de garder le silence, mais vu la société dans laquelle on vit, j'imagine que oui. En espérant que ça va changer parce que le silence ça tue. C'est pour ça même que j'ai décidé aujourd'hui d'en parler. Et, et donc je vais revenir à l'histoire de ma mère. Je m'éparpille un peu, je m'excuse. Essayez de suivre. Si vous avez des questions à me poser en commentaire, allez-y. Je vais vous répondre avec plaisir. Euh, et donc je suis venue, ma mère elle est venue nous voir pendant les grandes vacances, j'allais sur mes 15 ans, donc j'avais 14-15 ans, j'allais sur mes 15 ans plutôt, et on est venu la rejoindre un an plus tard. Enfin, pour moi enfin, mais c'était le début en fait de ma dépression qui s'est vraiment installée à ce moment-là. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à réellement souffrir. Je souffrais dans mon corps, je souffrais dans mon cœur, j'avais tout le temps, je sentais cette douleur dans ma poitrine, j'avais tout le temps mal aux jambes, j'avais mal dans tout le corps. Je pense que ça a duré comme ça, je pense, pendant 3-4 ans. C'était horrible, c'était une torture constante. J'avais beau lire des livres pour m'en sortir. Et j'en avais parlé à mon médecin traitant, j'avais tout le temps des maladies. Je pense que j'étais tout le temps absente de mon école. J'étais absente, je pense, une fois par semaine. J'en parle à mon médecin, il me dit, dans mon médecin généraliste, je lui ai dit, écoutez, j'ai subi l'inceste quand j'étais petite, est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît? Et la médecin, elle m'a dit, va voir cette personne-là, je pense que c'était des psys. C'était un centre de psy où je pense qu'on pouvait t'accueillir gratuitement. Et quand je suis allée là-bas, j'ai pas du tout aimé. La femme, elle ne m'aidait pas. Quand je parlais et que je pleurais, elle disait, ah, vous êtes sensible, mais évidemment que je suis sensible. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que
roi. Enfin bref, je pense que j'ai été voir d'autres psy, mais elles ne m'aidaient pas, franchement. C'était des femmes gentilles, mais elles ne m'apportaient aucune aide. Elles ne m'étaient d'aucune aide. Et donc ça a duré pendant 4 ans, donc de mes 16 à mes 20 ans. Et à ce moment-là, j'ai dit j'arrête tout. Je ne pouvais plus sortir de chez moi, ça m'était insupportable. J'ai décidé de rester à la maison, de ne plus sortir. Et donc de mes 20 ans jusqu'à mes 30 ans, donc en ce moment, je restais chez moi, je ne sortais pas, je travaillais sur moi, je décortiquais tout. Et il faut savoir que quand il s'agit de ce genre d'aberration, en fait, tu remets tout en question. Tu remets toute ton enfance en question. Chaque moment que j'ai passé en sa présence, j'ai souffert déjà. Il a fallu déjà répondre à toutes les questions que je me posais. Et c'est les questions que l'enfant que j'ai été s'est posé et j'ai dû y répondre. J'ai lu des livres sur la psychologie, sur la spiritualité aussi. Donc j'ai lu des livres sur la psychologie, sur la spiritualité pour essayer de m'en sortir. Et donc j'étais toute seule face à mes traumas, face à cette d'une violence. Je ne sais même pas s'il y a des mots pour le décrire. Euh, pour m'en sortir, il a fallu trouver des solutions qui n'avaient aucun sens pour mon cerveau, pour ma tête. Mais c'était ça la solution de sortie et j'aimerais un jour en parler dans d'autres vidéos parce que j'aimerais aussi faire des vidéos sur... En fait, j'aimerais aider celles qui passent par là. Et donc bientôt, j'aimerais créer une plateforme où on va pouvoir parler entre nous. Et je vais vous donner décortiquer détail par détail comment j'ai fait pour m'en sortir parce qu'aujourd'hui, je me sens mieux dans ma peau, même si je ne suis pas à 100% guérie. Non, je dirais que je suis à 98%, 98% pour les Français. Il reste vraiment assez peu de choses. Euh, oui. Donc il a fallu une dizaine d'années, quinzaine d'années même. Donc de mes 15 ans à tomber en dépression. Parce que la dépression s'installe sérieusement à partir de mes 16 ans. De mes 16 ans à mes 20 ans à ressentir cette douleur dans ma poitrine. Insupportable. Je pense même que c'était après, je pense que ça s'est arrêté, je pense, à 21 ans, 22 ans. Et je dormais tout le temps, j'étais fatiguée. À partir de mes 20 ans, je pense que j'ai passé 3 ans, 4 ans à dormir tout le temps, tellement j'avais mené une guerre en fait. C'était extrêmement douloureux ce que j'avais vécu. C'était fatigant aussi, ça on ne parle pas. C'était une fatigue mentale et physique. Et spirituelle, mais vraiment à tous les niveaux. On se bat tout le temps contre la folie et contre la mort et contre des envies de meurtre et contre des envies de se faire du mal à soi-même. C'est vraiment un combat pour rester en vie. Et ça aura duré 3 4 ans. Je dormais tout le temps, je pense pendant 16 heures par jour, voire plus. Et après, j'ai commencé à plus ou moins comprendre comment ma tête fonctionnait, de quoi j'avais besoin. Euh, j'ai commencé petit à petit à retrouver, entre guillemets, la raison, entre guillemets. Pas que j'avais perdu complètement la raison, c'est juste que j'ai commencé vraiment à bien agencer mes idées dans ma tête. Mes idées, elles ont commencé à être de plus en plus claires. Mais la douleur, elle est restée toujours là.
Il a fallu réapprendre à vivre, réapprendre tout, même marcher dans les escaliers, euh, ou marcher dans la rue tout simplement. Je savais pas du tout. Je savais pas comment prendre soin de mon corps. Je savais pas comment prendre soin de ma santé mentale. C'était c'est un crime contre l'humanité. Ça détruit tout ton être. Et tu dois tout reconstruire, mais vraiment comme un enfant qui vient au monde. Et c'est infiniment douloureux. Ça ne se passe même pas dans les meilleures conditions qui soient. C'est juste douloureux. Pour s'en sortir, c'est vraiment un miracle. Et aujourd'hui, donc, je suis contente de m'en être sortie. Je commence à avoir des objectifs dans ma vie. Donc mon premier objectif pour le moment c'est de créer cette plateforme où je vais pouvoir rentrer dans les détails et vous expliquer ce que j'ai réellement vécu, ce que j'ai ressenti, comment j'ai ressenti, comment je m'en suis sortie, les clés qui m'ont permis de m'en sortir pour pouvoir vous aider d'autres femmes qui sont passées par là ou d'autres hommes tout simplement. Et enfin la parole se libère, enfin on nous écoute, enfin il était temps. Il était temps. Je n'imagine même pas le nombre de personnes qu'on a perdues, les personnes qui se sont suicidées, les personnes qui sont dans des centres psychiatriques ou qui vivent des vies horribles. Moi, je m'estime heureuse parce que j'avais là où vivre, même si c'était pas dans, il n'y avait pas d'amour, il y avait pas de compassion chaque jour. Je devais compter que sur moi-même psychologiquement. Je me dis que c'est déjà ça que j'avais déjà un toit. J'avais de quoi manger. Bon, il était temps, tout simplement. Et si vous avez des questions, posez-moi dans la barre de commentaires. Dans les commentaires, pas dans la barre de commentaires. Donc, dans les commentaires, posez-moi des questions. Et pour celles qui ont envie d'en parler, je vais vous laisser mon email. Comme ça, vous m'envoyez vos témoignages si vous avez envie. Et voilà. Merci de m'avoir écouté, j'espère. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. C'est pas des moments faciles, mais en même temps, c'est des moments dont on a besoin. Enfin, la parole se libère. Et je suis contente de faire partie de celles qui peuvent parler pour le moment. Et j'espère que ça va faciliter la parole pour les autres. Et j'espère que la société, un jour, on arrivera à un moment où chaque victime qui a vécu des viols en parle. Parce que tout le monde mérite de raconter sa vérité. Surtout quand c'est des traumatismes aussi graves et qui peuvent tuer. Et donc, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse. Bisous.